Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire analyse technique fondamentale et sentiments sur BTC, Ethereum et le Total 3. Et on va aussi aller se pencher sur l'inflation du mois de juin pour faire notre propre consensus sur ce qu'il pourrait se passer lorsque le CPI va sortir le 11 juillet. Allez, intro. Alors, BTC est la structure en 4 heures. Pour le moment, on serait toujours dans cette distribution, mais on a eu un joli rebond. On voyait bien ce rebond venir à peu près sur cette zone-là. On n'en a pas été très loin. Je pense pas que ça soit fini, personnellement. C'est-à-dire que, à minima, si on avait une A, une B, une C, déjà on aurait un rebond plus conséquent. Ça serait un petit peu l'idée. Et puis, voilà. Ce qu'on va attendre comme signal dans ce sens, c'est bien sûr la cassure de cette distribution, mais en tout cas on s'est vraiment bien mis dans les scénarios privilégiés qu'on avait établis ces derniers temps. Donc qu'est-ce qu'on a? On a cassure de la petite distribution qui était en cours ici. Ce faisant, il faut bien comprendre que on marque une structure de retournement avec cette tête-épaule inversée ici par exemple, ou tout simplement le W que vous avez là. Pour le moment ça paraît relativement logique de le penser. Et on a une petite cassure de la structure au sens où le plus haut qui avait été mis ici en place, plus bas que le précédent ici, a été cassé dans cette zone-là. C'était le petit 15 minutes qu'on attendait de voir casser ici sur cette zone. Je trouve que ceci n'est pas moche, c'est-à-dire que si on arrive à casser la petite distribution interne là-dedans, on aura cette idée d'une impulsion, distribution et nouvelle impulsion derrière pour cette fameuse vague B qu'on attend de pied ferme. Donc on peut enlever ça. Pour le moment, pour moi, on n'a pas encore atteint ces niveaux-là. Le petit 1 heure qui est ici, donc je pense qu'on va y aller. Et également, donc ceci a été perdu, ceci a été perdu. À ce stade et dans la petite conso dans laquelle on est ici, sur une TF, on va dire 1 heure, c'est une structure de range, une potentielle flat encore une fois. L'idée étant que si on arrive à casser la petite distrib qui est en cours ici, pour le moment ça continue à distribuer, on aurait peut-être ici une flat comme ceci, avec A, B, C, et je sors pour une impulsion suivante. Ça serait le scénario privilégié à ce stade, au sens où, vous le voyez, sur une TF 1 heure, alors sur une 4 heures ou sur une daily, elle n'est pas cassée, mais sur une TF 1 heure, on a quand même des confirmations que la trend la plus importante est cassée. Donc où est-ce que peut s'arrêter éventuellement ce recoupement? Déjà on a des bons afflux pour les ETF. Encore une fois, on va viser dans un premier temps cette zone-là, parce que c'est la zone qu'il serait logique de défendre dans une tendance haussière plus importante. Mais à ce stade, on va dire qu'on a quand même pas mal de shorts qui sont situés sur cette zone-là, et il est tout à fait possible que le prix puisse venir du coup un petit peu plus haut, c'est-à-dire sur la 4 heures qui est ici 69 800. Donc TP1 ici, pour moi je pense TP2 dans ces zones-là, et puis ensuite runner pour casser la distribution globale. Si on casse la distribution globale, bien sûr, ça nous donne des runners plutôt sur la zone des 90 000 ou 100 000 $. On en a déjà pas mal parlé sur la chaîne. Mais c'est pas trop mal en termes de structure de retournement. Sauf à dire que pour le moment, on va dire, on est toujours en distribution. C'est-à-dire que on aura vraiment confirmation. Là, vous voyez qu'on a fait break of structure, on a cassé la structure, puisque là, on avait un sommet plus bas que le précédent qui était entre guillemets majeur. Ce qu'on veut, c'est une COS, continuation de la structure avec rebreak de cette ligne-là, et en plus pas d'échec sur ce petit 1 heure qui pourrait potentiellement présenter des dangers de retournement. Si jamais, on va dire, on s'attend à un retracement logique, théoriquement, on va dire que cette zone-là, la zone entre le petit 4 heures qui est ici, moi personnellement, je verrais bien vraiment le prix revenir revisiter le 4 heures qui est là, et je pense que, encore une fois, on a un minimum, une zone logique, on va dire ça comme ça,
un minimum et une zone logique ici, là-dedans. Bon, la zone la plus fréquente pour des retournements, elle se trouve plutôt entre 66 400 et 68 000. On va voir si ça se met en place déjà. On va voir si les afflux ETF continuent d'être bons. On fait un petit tour sur Ether contre Bitcoin. On va regarder directement le 4 heures. On est autour des 0,55 actuellement. Alors, il y a plusieurs choses à dire dans ce cadre-là. Déjà, Ether BTC, c'est pas excessivement moche non plus. Encore une fois, on avait cette correction ici, comme ceci, plus ou moins en flag. Impulsion derrière. Par contre, la manière dont on monte, on va dire, semble un petit peu corrective. C'est-à-dire que là, on veut une accélération du momentum qui, pour le moment, n'a pas lieu. Alors, est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles sur Ethereum prochainement? La SEC a déjà, plus ou moins pour des histoires de vacances, etc., un petit peu remis le lancement des ETF Ethereum à plus tard, courant juillet. Donc je pense que c'est ce qui donne un petit peu cet aspect correctif sur la montée à Ether contre BTC. Ce qu'on veut, c'est que le momentum accélère, et pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on a. Donc attention à une éventuelle structure qui puisse nous donner quelque chose comme ceci, c'est-à-dire un échec sur cette zone-là, et une flat également, hein, un range, appelez ça comme vous voulez. En soi, voilà pour Ether BTC, Ether qui, encore une fois, peut présenter des structures un petit peu correctives là-dedans, sauf à dire que le momentum s'accélère. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a. Et par contre, ce qui est un petit peu comme sur la partie BTC, on va dire, hein, ce qui est un petit peu encourageant, on va dire ça comme ça, c'est qu'on casse une distribution intermédiaire. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ça sur Ether, il est possible qu'on rentre dans des corrections plus longues, plus chiantes, voilà, parce que ça semble assez correctif encore une fois. Ce qu'on veut voir, c'est même chose, cassure de cette distribution, et dans l'idée, hein, toujours d'une impulsion, correction, impulsion. Donc accélération du momentum ici à ce stade. Si on ne voit pas ça, on verra quelque chose se dessiner plutôt dans ce genre-là, c'est-à-dire potentiellement un refus sur ces niveaux-là. Ce qu'on veut dans une cassure de distribution, hein, c'est que ça pulse. Ça pulse fort, typiquement ce qu'on a eu là, d'accord. Comment dire, pour le moment, on n'a pas cette pulse-là dans cette distribution-là, en tout cas. Pareil sur cette distribution intermédiaire, c'est ça que je voulais dire. Je trouve que ça, c'est pas moche. Voilà, faire quelque chose comme ceci, par exemple, serait une très belle figure, hein, pour en fait, finalement, proposer, avec même peut-être un premier refus, et ensuite on casse une structure de retournement, épaule tête épaule inversée. Mais tout cela, là-dedans, manque un petit peu d'accélération de momentum pour proposer quelque chose d'impulsif vers le haut. La dominance des altcoins, qu'on regarde beaucoup, idem. Toujours dans une structure, on va dire, distributive. Tant qu'on n'a pas cassé la distribution 4 heures qui est ici, on ne peut pas vraiment parler de retournement, mais prédisposition, on va dire, sur la daily. Quelles sont-elles? Le refus majeur, déjà, on n'a pas mis en place ici cette structure de retournement-là, en tout cas pour le moment, d'accord? C'est-à-dire que si on avait cassé ça vers le bas, on aurait pu viser potentiellement un nouveau plus bas ici, et une continuation, on va dire, de la structure long terme de la baisse des altcoins en dominance. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, je dirais. On réintègre des supports weekly, etc. Donc, si on devait voir quelque chose d'excessivement baissier sur le long terme, on va dire, pour le moment, le support weekly a tenu. Et on l'a réintégré. Ici, vous voyez qu'on ne l'a pas hard closé. On n'a pas fait une ouverture, un corps de bougie entier en weekly sous ce niveau-là. Donc, on a déjà pas mal développé les scénarios. Premier scénario, impulsion, correction pour une impulsion supplémentaire. Ça, c'est dans le cadre où on réintègre un peu cette trend-là. Ou alors, on continue à faire du ski dessus. Hein. C'est tout à fait possible également.
Et puis, deuxième scénario, c'est ce support weekly nous donne finalement une forme de bas de range. Ici, c'était de l'excès, hein, tout ce qui était autour de FTX. Ici, c'était de l'excès et on tient un niveau de retournement ici. On a fait une vidéo sur le Fonda dernièrement, est-ce que c'est le moment, etc. Sur, ne serait-ce que même, pardon, sur Bitcoin. En termes de Fonda, il y a des très bonnes choses, et puis il y a des choses qui sont un peu plus indécises. Sur une année de préélection, on va voir qu'on va faire cette vidéo là sur l'inflation pour voir un petit peu à quelle sauce on pourrait être mangé pour la suite. Mais en soi, jouer le rebond sur cette zone-là avec une taille de position qui ne soit pas trop conséquente, me paraît intéressant. C'est-à-dire investir sur les alts, sur les niveaux auxquels elles sont actuellement, sur une proportion de l'ordre d'une quinzaine, vingtaine de pourcents de ce que vous aviez prévu d'allouer aux alts, ou en tout cas défendre son exposition aux alts, c'est-à-dire imaginons que, je sais pas, dans ces zones-là, vous étiez exposé à 30% aux altcoins, privilégier plutôt qu'un investissement sur Bitcoin ou Ethereum, un investissement sur les alts sur ces deux zones-là, c'est-à-dire défendre vos 30% d'exposition aux alts, par de l'achat, hein, tout simplement, me paraît être quand même la bonne solution dans ces zones-là. Sans pousser le bouchon, sans s'exposer de trop non plus, mais voilà, je pense que ça peut être des zones intéressantes. Altcoin dominance, pardon, stablecoin dominance. On perd le momentum ici à l'acquisition, on perd le momentum de l'augmentation de la stablecoin dominance. Hein. La question étant un petit peu la même chose, est-ce que cela est correctif ou est-ce qu'on va avoir droit à une vraie impulsion vers le bas et un vrai retournement? Pour l'instant, ça reste assez correctif. Donc attention à ça également, un petit dip sur la totalité de la crypto n'est pas à mettre de côté. Concrètement, où est-ce qu'on rejette ? On rejette sur le daily qui est ici, qu'on avait mis en avant il y a de ça plusieurs semaines. Et concrètement, où est-ce qu'on pourrait trouver rebond, on va dire ça comme ça. Si la stablecoin dominance nous donne simplement une structure un peu en flaque comme ça et qu'on arrive à péter le niveau daily, c'est pas très bon bien sûr. En revanche, si la stablecoin dominance se retourne, nous donne, puisque tout cela était assez algorithmé, on va dire ça comme ça. Enfin, c'était cette augmentation de la stablecoin dominance ici n'avait pas le caractère impulsif qu'on peut avoir ici sur les descentes comme celui-là. On a plutôt quelque chose qui est mollasson sur la montée, on va dire ça comme ça. Si là on est en train de perdre le momentum, eh ben on peut viser tout simplement ici les 6%. Donc ce qu'on veut pas avoir, ce qu'on ne veut pas voir, c'est une confirmation du caractère correctif de ça, et globalement, la cassure de plus ou moins cette trend serait une mauvaise nouvelle. Et ce qu'on veut voir, c'est que la stablecoin dominance nous donne un retournement ici plus important. Il faut voir qu'on regarde des choses ici qui sont quand même assez longue dans le temps et que la tendance de fond sur la stablecoin dominance, elle est à la baisse. Donc rejeter ici serait une très bonne chose pour venir faire un nouveau plus bas. Maintenant on regarde de la dominance, donc attention, assez peu de chances qu'on passe sous les 5% de dominance. Si on veut que Bitcoin soit, je dirais, autour des 100K par exemple, il va falloir que le gâteau grossisse et que ces 5% restent 5% ou en tout cas dans une structure, on va dire, rangesque. Si le gâteau ne grossit pas, à ce moment-là, on va pas aller très loin. En soi, en ce qui concerne la dominance BTC, on fait beaucoup de dominance, mais c'est normal, tout est histoire de dominance. C'est un petit peu la même chose, pour le moment on range un peu entre ça et ça. Question étant, est-ce que c'est une structure de retournement ou est-ce que c'est une conso avant une nouvelle impulsion vers les 60%? D'accord, est-ce qu'on reste tout simplement dans ce canal BTC qui prend de la dominance et
il serait logique à ce moment-là d'en tester la borne basse. Si jamais à un moment donné, et à ce moment-là, on arrive sur un niveau qui se trouve à peu près par là, hein, là on est en daily, on va le mettre comme ça, quelque part par ici. Si on arrive sur un niveau plus une trend, il y a quand même des bonnes chances que ça tienne. C'est-à-dire une dominance qui viendrait rebondir à la fois sur sa trend et à la fois sur son niveau pour finalement venir nous donner une nouvelle impulsion de la dominance BTC. C'est pour ça que l'exposition maximale altcoin me paraît pas... on n'a pas les signaux ici que ça va être le cas. En revanche, si on perd ce niveau daily et qu'on perd la trend, alors ça peut se faire éventuellement un petit peu plus tard, à ce moment-là, ça serait plutôt bon pour que les altcoins aient toute la place nécessaire pour éventuellement surperformer BTC. On parlait du gâteau total. Qu'est-ce qu'il en est ? On est sur un gâteau total en ce moment qui est dans une situation de range également. Celui qui va jouer la continuation de l'augmentation de ce gâteau total va se dire, là j'ai une 1, j'ai ma conso en 2, j'ai une 3, j'ai ma conso en 4, j'attends une 5. Ça, c'est le scénario où, effectivement, on va vers une appréciation de la dominance vers les 3-4 trillions. On peut même viser plus, il n'y a aucun problème. On avait parlé ici de ce scénario où, en octobre 2024, la market cap totale crypto était à 5,5 trillions. C'est-à-dire un joli x2 par rapport à actuellement. Et là, encore une fois, il faudra regarder les parts de dominance au sein de ce gâteau. On en a parlé. 5% pour l'altcoin dominance, 18-19% pour Ether, je me souviens plus. 54% pour BTC. Là-dedans, il va falloir que les altcoins trouvent une place. Si la dominance BTC baisse en même temps que le gâteau augmente, ce qui est à ce stade ce qu'on doit privilégier comme probable, même si attention, on est sur des zones de refus, vous le voyez ici, par rapport aux anciens ATH, etc. On a eu rarement une crypto qui a dépassé les 3 trillions, et pour le moment on n'y est pas encore, on est à 2,6. On est à 2,6, on a échoué autour des 2,6. Donc ce qu'il faut voir là-dedans, c'est volonté d'avoir un gâteau global qui augmente, volonté que ceci soit une consolidation, volonté d'une impulsion supplémentaire, et volonté que dans ce cadre, éventuellement, on ait une altcoin dominance qui augmente. Ce qui va devoir être fait via une diminution de la dominance BTC, une diminution de la stablecoin dominance et éventuellement une diminution de l'Ether dominance. J'ai dit tout à l'heure, 17% doit être au-dessus, 18,32%. En ce qui concerne l'Ether dominance. L'Ether dominance, c'est pareil, on est sur cette traîne de distribution. Pour le moment, qu'est-ce qu'on peut y voir ? On a une tendance de fond qui certes est baissière, mais elle est plutôt... On va dire, voilà, ici, voilà. Scénario privilégié, Ether vient aux 12% de dominance, c'est possible. Par contre, scénario qui nous donne un risk-reward relativement incroyable, c'est de éventuellement jouer le retour d'Ether sur les 20%, d'accord, là où d'habitude il corrige. Voire éventuellement, pour ceux qui y croient vraiment, se dire que Ether peut venir casser les 20% de dominance et prendre plus. Je pense que le risk-reward est intéressant dans ce sens, à ce stade en tout cas. Donc viser un Ether autour des... entre 6 et 8K. Contre le dollar. Maintenant, les odds sont plutôt contre nous, puisqu'on va dire qu'on a, pour le moment en tout cas, un début de tendance baissière, une perte de trend sur le long terme. Vous comprenez que sur le très long terme, on est en tendance haussière, il n'y a pas de souci avec ça. Là-dedans, ici, on ne perd pas ici le creux. D'accord ? Là, j'ai un creux majeur qui, à ce stade, n'a pas été non plus cassé. Donc j'ai une tendance court terme qui, certes, est baissière, mais sur la tendance de fond, on en a certes perdu le momentum, mais on n'a pas perdu la structure. À partir du moment où on perdra la structure, si on vient attaquer ici ce creux-là. Alors malheureusement, ça sera un petit peu tard pour nous, en termes décisionnels, de voir Ether à 14% de dominance. J'ai envie de dire que depuis qu'on a perdu la trend, il n'y a pas eu ce pulse vers le bas auquel on aurait pu s'attendre. C'est plutôt une longue descente qui semble plutôt corrective. Admettons qu'on vienne même ici. Derrière, on peut penser que ça
à minima reviendra dans cette zone-là et peut-être viendra à casser. 18,32 pour le moment. Voilà. Le scénario, je pense, ici, privilégié dans ce cadre-là, c'est encore une fois un Ether qui peut aller plus bas. D'accord, puisque la tendance de fond, elle est comme ça, ok. Un Ether qui peut certes aller plus bas, je sais pas, celle de News ETF, typiquement, ce genre de choses, etc. Au moment où l'ETF sort, il y a un petit peu de vente, ce genre de choses. Mais un risk-reward qui est excessivement intéressant, étant donné que Ethereum est quand même sur une tendance de fond, encore une fois, en dominance haussière. Donc, le risk-reward est, je trouve, intéressant à, en ce moment, pratiquer une exposition ETH. Peut-être contre-tendance, certes, mais qui peut présenter des retours sur investissement relativement exceptionnels. Pour les alts, on va attendre, je dirais, quelques confirmations supplémentaires. On a le sentiment d'être en haut de quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est 60%? Et les alts ont tellement de volatilité que ça me paraît difficile quand même de encore une fois, s'exposer un petit peu trop. Le fonda est le sujet. J'ai retouté 2-3 petites choses. On va globalement passer quand même pas mal sur tout ce qui est fonda, etc. Robert Kennedy Jr., bon, je pense pas qu'il sera... si Biden venait à se déclarer inapte, puisque... ou alors à perdre les nominations, qui dit qu'il serait prêt à assurer le rôle. Robert Kennedy Jr. est extrêmement... désolé pour la faute de frappe ici, je voulais juste écrire boule, mais il a écrit bulle. Extrêmement pro-crypto, si on avait un démocrate qui était de la trempe de Kennedy Jr., comprenez que pour la crypto, ça serait un pro-crypto contre un pro-crypto. On risque d'avoir une belle surenchère de propositions sur la crypto. Mais je ne pense pas ici que ça sera pris au sérieux. En ce moment, en fait, c'est un petit peu le troisième candidat. Il s'est présenté hors bannière, Kennedy Jr., c'est-à-dire que il s'est présenté ni démocrate ni républicain. C'est un petit peu le troisième larron. Là, comme à la base c'est un démocrate, il dit moi, si jamais Biden se retire, je veux bien être le candidat démocrate. Circle qui a obtenu l'autorisation d'émettre des stablecoins dans le cadre de Mika, et Sony qui va lancer au Japon un exchange crypto. Donc grosse boîte, ça c'est bien, adoption institutionnelle, grosse boîte quand même, qui s'intéresse à la crypto, ça c'est plutôt une bonne chose. Et ça on en a déjà parlé, des ETF hier qui ont eu un net flow de 129 millions, ce qui est plutôt une bonne chose. On passe sur Wall Street Journal. Juillet sera-t-il un bon mois? On en avait déjà parlé, globalement oui, c'est plutôt le 3 ou 4e meilleur mois sur BTC. Ici on en a déjà parlé également, les 130 millions d'afflux sur les ETF, ce qui est le meilleur score depuis 3 semaines. Roaring Kitty, où il y avait un plaignant contre lui, il a droppé son procès. On en parlait tout à l'heure, mais globalement, la confirmation de la candidature de Biden pourrait se... Alors, elle est déjà confirmée, mais elle pourrait, comme nominée pour les démocrates, se confirmer autour du 21 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines. Et puis globalement voilà pour les news. Calendrier économique, excusez-moi une petite seconde. Calendrier économique, on aura le rapport ADP, ce sera pour demain. Rapport ADP qui va laisser présager de ce qu'il va se passer pour le rapport sur l'emploi qui aura lieu vendredi. C'est une news importante. On veut voir un chômage qui augmente légèrement, ça serait une bonne chose. Pour le moment, on semble pas avoir de consensus, ça me paraît curieux. On va regarder sur Trading Economics, mais il doit y avoir un consensus normalement sur le chômage. Pour le moment, oui, le consensus est à 4%, c'est-à-dire un chômage qui stagne. On va voir si le rapport ADP de demain va dans ce sens, si on a beaucoup d'emplois créés sur le rapport ADP. Le rapport ADP, c'est un sondage. Donc vous avez des gens qui appellent toutes les boîtes pour leur demander si elles ont embauché ou non. Donc on va voir ici comment ça se met en place, mais globalement ça sera les 2 grosses news de la semaine. Et bien sûr, semaine prochaine, le 11 juillet, le CPI. On va parler du CPI justement.
parce qu'on n'a pas encore de consensus, hein, et c'est relativement normal. Donc pour se positionner sur le CPI, moi j'ai pas mal d'outils qui permettent de se positionner en amont. Déjà, on regarde un petit peu la courbe et ce qu'il en dit, donc au niveau de l'inflation, comment on est globalement. Et bon, ça on en avait déjà pas mal parlé, mais vous voyez que l'inflation est actuellement dans une compression de fond. C'est-à-dire que on est dans un triangle, hein, tout simplement. Donc ce qu'on aimerait, c'est péter ce triangle vers le bas pour en faire une continuation d'une tendance d'inflation qui est baissière, d'accord? C'est tout simple. En soi, on sait que Powell va pivoter quand il sera sur le chemin des 2%. Il nous a dit « on the path to 2%. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne tendra pas 2% pour commencer à pivoter. Ça, c'est très important. En soi, moi j'utilise l'outil de la Fed de Cleveland qui est plutôt bien fait, qui est plutôt bon dernièrement d'ailleurs sur les CPI. Et là globalement ça nous dit qu'un CPI à peu près à 3,12, Core CPI 3,52, ça fait moins 0,40 pour les matières premières, d'accord? Ce qu'on voit ici, un CPI qui donc serait autour des 3,12, je mets en pause une seconde. Donc la Fed de Cleveland, elle nous dit ça. Elle nous dit globalement, oui, l'inflation va baisser un petit peu. On va peut-être même sortir de ce triangle. Hein. Vous voyez que si on était à 3,10, ça nous emmènerait à peu près sur ces zones-là. Cela dit, j'ai un core CPI qui reste dans les 3,40, d'accord, ce qui n'est pas une très bonne chose. On confirme certes un petit peu les bons chiffres du mois dernier, mais en fait, finalement, c'est que la baisse des matières premières, la baisse du pétrole, la baisse de toutes ces choses-là, qui nous aident à faire un meilleur CPI de base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le marché price une récession, donc du coup, les matières premières, enfin, surtout le pétrole, viennent à la correction, ce qui nous aide à faire baisser le CPI global. Globalement, quand je regarde et quand je fais mon consensus sur l'inflation, je vais également aller voir Trueflation. Trueflation, c'est pas la folie non plus, mais par contre, parce que on va dire que c'est pas extrêmement proche de la réalité gouvernementale, on va dire c'est proche de la réalité, mais pas de la réalité gouvernementale. Il y a plusieurs formes de réalité dans le monde, et la réalité gouvernementale en est une autre. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est au départ du mois de juin, on était autour Trueflation 2,31, et là, ça nous dit que ça aurait assez fortement plombé de 0,5 carrément. Trueflation, c'est quoi? C'est globalement un agrégateur qui va pomper les prix de Amazon, voilà, toutes ces choses-là. Donc des prix en ligne, online, et qui va se dire ok, où est-ce qu'on en est finalement, donc c'est pour ça que ça s'appelle Trueflation, c'est parce que l'idée elle serait de dire c'est la vraie inflation. J'ai beaucoup regardé moi sur Trueflation le housing pèse pour beaucoup dans le CPI. Globalement on était à 2,14 début juin et on a fini à 2,13, donc au même endroit à peu près pour fin juin. On a eu plutôt une latéralisation sur le CPI. Donc ça va plutôt dans le sens d'une latéralisation. Vous comprenez qu'on avait eu 3,40 et là on a à nouveau 3,40. Maintenant sur les prix, on va dire globaux, Trueflation voit plutôt une très grosse diminution. Attention, parce que là vous voyez qu'il y a une bonne partie de la diminution qui se fait début juillet, puisque ça se met à jour tous les mois. C'est pour ça qu'il y a des très grosses pêches sur les débuts de mois. Mais en soi, on va dire de 2,06 et on part de 2,31, donc ça fait quand même une belle diminution. Donc, voilà pour ça. Vite fait, on va regarder les commodités aussi. Globalement, Trueflation nous dirait qu'on pourrait être en dessous du CPI, c'est-à-dire du consensus, pardon. C'est-à-dire que là, Trueflation, lui, voit plutôt une diminution de 0,3, 0,4. Bon, quand on regarde un petit peu l'idée, déjà on va aller voir si effectivement les matières premières vont vraiment nous donner moins 0,4, mais on pourrait peut-être se dire qu'on pourrait actualiser un tout petit peu, à minima, le CPI de nos amis de la Fed de Cleveland pour nous emmener quelque part vers les 3%. Donc ça c'est vraiment du perso, mais là du coup j'aurais tendance à dire 3,32 moins 0,4.
Donc ça nous fait moins 0,4 ici, on va aller vérifier si c'est le cas, mais en tout cas ici on se dit que ça pourrait peut-être bien nous donner un 3%, c'est-à-dire un retour à l'inflation du mois de juin 2023, un an en arrière, ça fait un an qu'on range sur l'inflation autour des 3%, retour sur cette zone-là. Allez, on fait un petit peu confiance à Trueflation. Par ailleurs, et sur le mois, alors je préfère regarder en weekly moi quand même, eh bien, on a eu... excusez-moi. On a eu un mois qui a été plutôt en juin à l'augmentation sur le pétrole. Première semaine qui était baissière, et puis ensuite on a réaugmenté. Ça, c'est le US Oil. Au niveau du baril de Brent, même chose. Au niveau du gasoline, donc l'indice, on va dire, des prix à la pompe aux États-Unis, même chose, on est plutôt sur de l'augmentation. Donc attention, oui, on est plutôt sur l'augmentation. Attention, difficulté à avoir un moins 0,4 hein, sur les matières premières. Surtout que là, on est vraiment sur le prix du pétrole à la pompe. Vous voyez qu'en mai, on avait bien plombé sur la fin. Là, ça me semble plutôt être à l'augmentation, donc attention à ça. En ce qui concerne le blé, en revanche... Belle correction. D'accord. En ce qui concerne les commodités, on va dire dans leur ensemble, on va juste regarder le cuivre. Le cuivre, jolie correction aussi. Le gaz, très belle correction sur le mois. Et l'indice des commodités dans son ensemble, 3 juin, 10 juin, 17 juin, 24 juin, plutôt à l'augmentation. Hein. Donc ça me fait me dire que c'est un peu foireux cette histoire de moins 0,4 sur les commodités. Le Baltic Dry, donc ça c'est le transport qui a plutôt augmenté aussi. Baltic, le dry, c'est, on va dire, vous mettez en soute directement des céréales, des choses comme ça. Et là, le prix du container depuis la Chine vers les États-Unis qui est en train de bien augmenter en ce moment. Donc ça, attention à ça aussi. Ouais, bah, globalement, ça partait d'une bonne intention cette histoire, mais sur les commodités, je trouve pas que ça soit très joli. Donc on va revoir un petit peu nos estimations. Si je les retrouve. Alors sur pétrole et gasoline, parfois, des corrections sur le brut mettent du temps à se mettre à la pompe. C'est-à-dire que on pourrait être en ce moment en train de profiter des corrections du mois de mai qui se répercutent à la pompe réellement sur le mois de juin. Mais j'ai envie de dire que ici, ça me paraît compliqué quand même de voir un moins 0,4 sur, on va dire, l'inflation des matières premières. Je viserais plutôt pour une stabilisation, c'est-à-dire un moins 0,1. Comme ceci. On a de la bouffe qui a corrigé. Allez, on va envoyer moins 0,2. Ok. Donc, on était sur du 3,32 pour le CPI normal. Ça nous met à 3,12. Donc, on remonte ici un petit peu dans la zone, effectivement, du consensus. Par contre, la mauvaise nouvelle... Enfin, non. Pardon. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura une correction sur, effectivement, l'inflation de demande, ce sur quoi veut jouer Powell, hein, c'est-à-dire qu'il veut freiner la demande, hein, bien évidemment. La mauvaise nouvelle, c'est que le marché commence à peut-être se dire qu'on price un soft landing. Encore une fois, difficulté ici quand même. C'est-à-dire, il est possible qu'on fasse moins 0,4 si jamais les répercussions de la baisse du pétrole au niveau du mois de mai se répercutaient que ce mois-ci sur les prix à la pompe. Mais j'y crois pas trop. Donc en l'occurrence, on va rester là-dessus. 3,10 pour l'inflation. Effectivement, on serait au consensus. Par contre, on n'a pas la même lecture que la fête de Cleveland, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une augmentation substantielle sur les matières premières, mais on voit une diminution plus substantielle sur l'inflation de demande. On reste, cela dit, quand même sur des zones de plateau, hein, 3,10, donc dans ces zones-là. Pour moi, confirmation qu'on est sur le chemin des 2%, ben, ça serait si on arrive à perforer les 3%. Donc une inflation qui nous donnerait une surprise avec une perforation de ces fameux 3% serait extrêmement boule pour le marché, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que là, on continue une tendance baissière sur l'inflation. À partir du moment où on perd les 3%, on perd le range par le bas. C'est un range de continuation, tout va bien. On va effectivement
progressivement se diriger vers les 2%. En Europe, on a vu que l'inflation ralentissait. Attention, une inflation qui ralentit ne veut pas dire une baisse des prix, c'est une diminution de l'augmentation des prix. Mais en Europe, c'est le cas. Est-ce que l'Europe serait en avance sur les États-Unis? Je ne pense pas. Donc voilà l'idée. La grande question du moment, c'est bien sûr, est-ce que Powell va réussir son soft landing? Pour le moment, ça ne reste qu'hypothétique. Également, on va dire qu'on avait une jolie trend de base ici, et vous voyez qu'on en sort par le côté. Donc attention à ce qu'on ne soit pas également en train de trouver une zone à 3% vers laquelle Powell, finalement, l'économie se détériore, on va dire ça comme ça. Powell est obligé de pivoter, ce qui relance finalement une forme d'inflation, et un scénario de stagflation se met en place. Avec le fait qu'on n'atteigne jamais réellement 2%, un petit peu dans les années Greenspan, c'est ce qu'il nous avait donné quand Greenspan avait bien vraiment joué très rapidement avec les taux, etc. Et freiner la dette un petit peu à sa guise. Donc est-ce que Powell, pour le moment, il nous donne plutôt du Volcker que du Greenspan. Volcker, c'était l'inverse, c'est-à-dire je fous les taux à 15 ou 20%, l'économie se crache, mais je m'en fiche, je veux vraiment travailler la stabilité des prix avant tout. Greenspan était beaucoup plus pragmatique, on va dire ça comme ça. Donc en ce moment, Powell joue plutôt les Volcker, quand même, en gardant des taux assez hauts et en jouant un petit peu avec le feu. On est sur des taux à 5,5 toujours. On va aller voir également ce que pense un petit peu le marché de tout ça, au travers du sondage CME. Donc vous le voyez, prochain meeting de la Fed dans 29 jours, 31 juillet. On a très peu du marché qui pense que Powell va pivoter sur ce meeting de juillet, et on commence à avoir une majorité du marché qui pense que Powell va nous donner une diminution en septembre. Ça dépendra des datas. Personnellement, donc, vous comprenez que cette semaine, on a deux datas importantes, enfin cette semaine, dans les jours qui viennent, on va dire ça comme ça, deux datas importantes, de l'emploi. La Fed a un double mandat. Il s'agit pour elle de garder l'emploi sous la barre des 4,40. Powell nous l'avait plus ou moins dit, 4,3, c'est un moment où il commencera à réfléchir, à se dire que, parce que vous comprenez qu'on est en ce moment sur un chômage qui augmente. Donc, autour des 4,3, si jamais on a un chiffre par exemple, là vous comprenez que le consensus est à 4% pour vendredi. Si jamais on a un chômage qui nous dit 4,2, c'est une bonne chose pour le marché. Le marché va commencer à pricer un pivot plus rapide de Powell. Et à l'inverse également, enfin à l'inverse non, dans le même sens, on va dire plutôt, si l'inflation se met sur le chemin des 2%, et là elle est plutôt sur un plateau en ce moment, à ce moment-là, le marché va se dire aussi que Powell a plus de latitude pour baisser plus tôt, plus vite, voilà. Donc une inflation qui diminue et un chômage qui augmente seraient les deux scénarios où à la fois... on va dire, si le chômage augmente, on est moins dans un scénario de soft landing quand même. Si l'inflation diminue, on est plus dans un scénario de soft landing. Mais le marché s'en bat un petit peu la race, en fait, en soi. La question ici, c'est, je vous donne un exemple. Si on ne fait pas un soft landing, on aura une correction sur actions et Bitcoin, parce que le marché va se dire, bon, on va avoir des mauvais earnings pour quelques mois. Et puis ensuite, au moment du pivot, petit à petit, le marché va repartir très fort avant que l'économie ne reparte, parce qu'il va pricer le fait que 6 mois plus tard, l'économie repartira, puisqu'il y a une baisse des taux, d'accord ? Donc, ça, c'est le scénario de hard landing. Le scénario de soft landing, c'est celui où le chômage trouve un peu son plateau, voilà, et l'inflation arrive à descendre à 2%, et là, Powell a réussi son pari. Il a contenu le chômage autour des 4, et il a restauré la stabilité des prix, d'accord ? Le double mandat de la Fed, c'est plein emploi, typiquement ce qu'on a en ce moment, c'est du quasi plein emploi, 4%, et stabilité des prix. Vous comprenez que ici, vous comprenez pourquoi la Fed a bien évidemment emmené ses taux dans des zones quasi négatives, parce que pendant le Covid, vous avez eu un fléchage du chômage de 3,5% à 14,8%. Voilà un petit peu l'idée de cette semaine qui sera relativement importante quand même pour les marchés. On passe sur les liquidations. On va essayer d'aller vite.
Globalement, j'ai du Ether qui liquide du short, j'ai du Bitcoin qui liquide, j'ai du Bitcoin qui liquide du long, j'ai du Bitcoin qui liquide du short, j'ai du Ether qui liquide du long. 80 millions de liquidations, c'est pas grand chose, surtout pour une journée où ça cote, on va dire, à Wall Street. La moitié sur Bitcoin et Ethereum, là on est plutôt dans la normalité. Carnet d'ordre au spot, alors il a déjà fallu un petit peu de momentum pour passer, pour faire cette petite montée là, parce qu'on avait quand même pas mal d'ordre à la vente, hein, vous le voyez là-dedans, 120, 150, etc., 168, c'est pas non plus incroyable, mais on en avait. Attention, on arrive sur une zone vendeuse au travers des 64 000 $, donc sur les deux pics précédents, le marché s'est quand même positionné plutôt vendeur sur la zone. Et par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a quelques ordres à l'achat qui se sont faxés au-dessus sur la montée. Ce qu'on veut voir, c'est que ça soit encore plus important, hein. Là, vous voyez qu'on a plus de monde à la vente que de monde à l'achat sur la zone. Et on avait des ordres à l'achat, si on devait dipper à 60 000, qui étaient présents là-dedans, et qui finalement ont disparu. Alors on peut estimer qu'ils se sont refaxés au-dessus, on court derrière le prix. Maintenant, on arrive sur une zone assez vendeuse, donc attention à ça, il faudrait que ces ordres disparaissent, ou qu'on ait un push. Globalement, pour revenir à 64 en tout cas, c'est plutôt vide. Par contre, à partir de 63,8, c'est quand même chargé en ordre. Les leviers. Les futurs, on avait deux zones à prendre en short, on les a prises. Globalement, j'ai un prix qui monte, un funding qui descend, c'est plutôt bien. Ça veut dire que d'une certaine manière, on a du shorter sur la zone, hein, donc on peut le dire ici. Bon, on va peut-être faire un petit peu plus le détail, mais là, globalement, ça reste assez normal. À partir de là, j'avais un peu du long, mais on l'a corrigé. Je push, attention, j'ai un petit point de long à venir chercher là. C'est pas foufou, mais il est là. Derrière, j'ai du short, un petit peu de long également sur ce moment-là, mais vous voyez que ça va dans le même sens. On liquide du short, hein, et vous voyez ici les liquidations se mettre en place sur le nombre de contrats en circulation. Et puis derrière, à l'inverse, on va dire que je me positionne plutôt dans le sens normal des choses. Donc on a très légèrement du short à venir chercher au-dessus de ça. J'ai un point de long à venir chercher autour des 60 800. Voilà un petit peu pour ce qui concerne les divergences entre ce que nous dit le funding et le prix. J'ai l'impression qu'il y a une belle ouverture de position ici, ou prise de profit sur les longues qui s'est faite. Bon voilà, globalement, on amorce un nouveau petit range. En ce qui concerne les bulles de liquidité sur iBlock, un delta qui passe très largement positif sur la semaine, donc beaucoup plus de long que de short. Normal, on a liquidé tout ce qui s'était positionné short sur la semaine. On voit qu'effectivement il y a un petit peu de short au-dessus de la structure, et on voit que, alors moi j'avais dit que c'était plutôt par là qu'il y avait du monde. Ouais, là en l'occurrence il y a une petite poche de liquidité juste avant, c'est-à-dire autour des 62 250. La One Week est bien nettoyée, vous voyez, on est bien venu chercher ce qui s'est passé sur la semaine en termes de liquidité, donc les liquidités fraîches ont été nettoyées, donc attention de ne pas faire un retour sous les 60 000, hein, dorénavant, c'est pas mon scénario privilégié, mais en tout cas la liquidité nous dirait plutôt qu'elle pourrait aller dans ce sens. Et en ce qui concerne l'Ether, on a sorti les longueurs retardataires, on a une belle bulle de liquidité jusqu'à 3380 à peu près, tant qu'on ne casse pas la distribution en cours ici, pas de short squeeze supplémentaire, et là, une semaine, elle a été bien nettoyée au niveau de son point chaud ici, on est venu bouffer la liquidité, vous le voyez, et pour le moment, ça temporise un petit peu sur la liquidité intermédiaire. En One Week, 3245 en bas, 3575 en haut. Alors, on va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. D'abord, le CPI vers lequel on se dirige, hein, puisque c'était le sujet de la vidéo, il se pourrait qu'il soit pas mauvais, au sens où on veut voir une diminution, nous, de l'inflation de demande, hein, et on veut que la politique de Powell porte ses fruits. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, attention à un marché qui viendrait à pricer un soft landing, et qui du coup viendrait finalement à
nous faire réaugmenter encore plus le pétrole que ce qu'il est aujourd'hui, ce d'autant plus que le contexte géopolitique, on va dire avec les outils, toutes ces choses-là, etc., va plutôt dans le sens d'une augmentation du pétrole, et également les quotas de production du pétrole qui sont quand même plutôt à la diminution. Donc ça, c'est pas une très bonne chose pour notre ami Powell si jamais ça se mettait en place. La fête de Cleveland, peut-être à juste titre, hein, peut-être que je me trompe, a plutôt tendance à dire que les commodités vont corriger fortement sur l'avenir proche, en tout cas ce mois-ci, enfin sur plutôt le passé proche. On va voir effectivement si c'est ça qui se met en place. Ensuite, ici à la hausse, j'ai théoriquement un support à peu près sur cette zone-là qu'il serait bon de ne pas perdre. C'est un 1 heure, donc ça, sur la structure court terme, c'est ce qu'on veut voir venir casser ça, d'accord ? En général, un niveau vient casser une trend et pas l'inverse, avec le temps, d'accord ? Un niveau horizontal vient casser une trend et pas l'inverse, avec le temps. Donc, en général, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est ce niveau qui vient casser cette trend-là ou alors est-ce que c'est un niveau inférieur hein, avec le temps ? Vous voyez ici, on continue, tac, on revient sur la zone des 61-62 par exemple, et là, on arrive à la casser. Donc ça, c'est un petit peu la question du moment. Il faudrait déjà, en tout cas, qu'on tienne un petit peu, maintenant qu'on est passé sous la structure ici. Hein, sous la structure, je parle de ça et de ça. Eh ben, il faudrait qu'on tienne l'histoire et qu'on pète vers le haut. C'est ça qui souvent nous donne un caractère parallèle aux structures, soit parallèle comme ça, c'est-à-dire une flat, hein, tout simplement, encore une fois, soit parallèle comme ça, c'est-à-dire une zigzag, comme ceci. Ou oui, ça peut être une flat, ça dépend de à quel point ici on vient chercher la racine ou pas, mais globalement voilà, ça c'est un flag, ça c'est un range, on peut le voir également comme un flat, en tout cas plutôt des figures de continuation. Mais pour qu'elles continuent, il faut qu'elles tiennent leur bas, c'est-à-dire qu'on n'ait pas effectivement un double top dans cette zone-là, pour une correction supplémentaire, et là on voit qu'il y a peut-être quelque chose dans cette zone-là également. Donc c'est ce qu'on veut voir, hein, tout simplement, c'est effectivement une cassure de distrib, et ne pas perdre le bas de l'accumulation, tout simplement. Donc, en soi, déjà tenir ce niveau-là serait plutôt une bonne chose pour pousser plus haut. Si jamais on pousse plus haut, alors dans le caractère un petit peu correctif de ça, la temporalité est un petit peu pas la même que ce qu'on a là, mais j'aurais tendance à dire que on peut quand même leur imputer à peu près la même... Voilà, ce qu'on voit ici en 1 heure, on le voit aussi en 1 heure ici, voilà, on va dire la structure est visible en 1 heure, la structure est visible en 1 heure. Donc du coup, on pourrait essayer d'imaginer, de se dire que tiens, si on faisait exactement la même impulsion à partir du point actuel, qu'est-ce que ça nous donnerait en termes de target ? Donc je reproduis l'impulsion que j'ai faite là et je la reprends en bas de l'autre point. Ça nous donnerait une petite cassure ici des 64,4, niveau qu'on ziote depuis nous un bon moment, et ça nous donnerait potentiellement en tout cas de venir targeter à peu près ces zones-là. Donc la zone de rejet qui se trouve à peu près par ici. Est-ce que c'est une zone de rejet substantielle ? Je l'avais même pas noté en soi, je trouve pas, mais ça peut. D'accord, 66,2. On a... Moi, ce que je ziote surtout, c'est celle-ci, hein, la 4 heures qui est là, pour un éventuel rejet ici sur cette zone-là. C'est-à-dire que, pour le coup, il reste possible que les shorts qui ont défendu ici, 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 viennent redéfendre à nouveau plus bas, ici, quand on y est. C'est une possibilité que je trouve intéressante. Maintenant... Ça semble plutôt correctif. Donc voilà, pour moi, scénario privilégié, c'est désormais d'aller à 66. Donc quelque part entre finalement ce dont on a parlé, le TP1 et le TP2 déjà à minima. Ensuite, on va voir ici si on redonne une nouvelle correction. Ou alors si on rejette violemment pour venir retester, venir plus bas, pourquoi pas, venir reprendre un petit peu des choses plus basses. En tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, ce que je vise là-dedans, c'est plutôt la B. Pour le moment, c'est pas une B, ça, pour moi, d'accord ? On n'a même pas pété réellement la structure. Si on la pète là. Donc je considère que si on pète ça, on est vraiment dans ce scénario de B. Et de la potentialité, encore une fois, d'aller plus haut. Et je vise bien ces zones-là. Maintenant, la zone logique de retournement, elle se trouve à peu près... elle se trouve un petit peu plus bas.
Donc en soi, est-ce que ça c'est une cassure de ça en 1 heure? Oui. En daily, non. Donc on veut que ça perfore en daily. Est-ce que ces zones-là étaient des zones intéressantes pour jouer la continuation? Parce qu'on en avait parlé, hein. L'idée ici c'était, on avait un range. On a fait une déviation sous le range. Donc l'idée c'était de faire désormais une déviation sur le range. Intraday, c'était ça l'idée de la vidéo d'il y a 2 jours. C'est ce qu'on a eu. Si ça c'est une déviation, ben on le verra si on réintègre le range, hein, tout simplement. Auquel cas, bah, du coup, ça va continuer à ranger ou faire un nouveau plus bas. Si on ne réintègre pas le range, c'est-à-dire que ceux qui sont rentrés finalement sur toute cette zone-là, hein, cette zone d'accumulation entre guillemets, en théorie, bah, ils ont une première défense à faire quand même ici sur cette zone-là. C'est peut-être ce qui s'organise actuellement sur ce 1 heure-là. Donc zone de réaccumulation, d'accord, de contrat pour pousser plus haut. Attention, la liquidité ne va pas trop dans notre sens. C'est-à-dire que, en tout cas sur 7 jours, en termes de liquidité fraîche, hein, dans la time frame 7 jours ici, on voit bien que tout ça, c'est quand même assez chargé long, d'accord. Donc attention à ça. En soi, scénario privilégié quand même pour moi, une impulsion supplémentaire. Si je vais regarder le funding, il reste dans des zones à peu près neutres. Et si je vais regarder, on va dire, une autre time frame que la 7 jours, allez, soyons fous, on va regarder la 6 mois. J'ai probablement des choses à prendre plus haut quand même, voilà. Ici, il faut comprendre, j'ai un funding à 0. J'ai croqué une bonne partie de la liquidité intermédiaire. Ici, je viens de prendre un point chaud sur 6 mois, hein, vous le voyez, enfin un point chaud, une liquidité intermédiaire qui est là. La question étant, est-ce que je reviens ici, c'est-à-dire sub 60, hein, ouais, c'est ça, très légèrement sous 60, parce que j'ai tellement traîné dans ce range qu'il va falloir que j'aille reperforer dessous. Ça, c'est le scénario où finalement on réintègre le range et on vient prendre la liquidité qui se trouve, je dirais, très légèrement sous 60. C'est pas exclu. Par contre, j'ai quasiment fait le lien. Enfin, en tout cas, voilà, ça serait quand même un scénario ici, je trouve qu'on pourrait vraiment défendre, d'aller prendre ce point chaud-là dorénavant. Hein, c'est-à-dire, ici, c'est la zone des 68. Est-ce que ça correspond un petit peu? Ouais, moi je suis légèrement au-dessus. Et là, on a pas mal de choses qui pointent vers 68 hein, quand même. Pas mal de choses qui pointent vers cette zone-là, hein, en termes de liquidité. Tout dépendra bien sûr, si on y va, il faut bien le comprendre, si on y va, encore une fois, on n'est pas en train de faire Madame Irma là. Si on va dans cette zone-là, donc on casse effectivement la distrib et qu'on fait à minima une baie de retournement, qu'est-ce qui va permettre de venir pousser plus loin, plus haut, plus fort? C'est si on fait une consolidation ici qui est méchamment shortée. Parce que là, il y aura un intérêt pour ceux qui ont déjà longué ici, d'accord? Il y aura un intérêt à venir prendre les contrats de ces mecs-là à la vente. Venir prendre les contrats de ces mecs-là à la vente, c'est quoi? C'est tout simplement quand je short, et que je dois clôturer une position ou que je suis liquidé, donc stop loss ou liquidation, je pratique un acte d'achat. Ce qui va avoir tendance à la fois faire monter le prix, mais également à mettre beaucoup de contrats sur la balance. C'est-à-dire que une institution qui affile du contrat ici, elle peut très bien dans ce range absorber tout ce qui est vendeur, accumuler effectivement du short et continuer à acheter là-dedans. Hein. C'est l'idée même de défendre ce range, hein, par exemple. C'est-à-dire, ici, j'ai acheté tout ce qui se passait là, si je suis long. Hein. Grosse institution en long, j'ai besoin d'acheter beaucoup de contrats. On est même passé sous la structure, parfait. J'ai bouffé du stop loss en voiture, voilà. Là, pour le coup, c'était plutôt des actes de vente, puisqu'on a liquidé du longueur. Donc, acte de vente, moi, j'achète, ok. Ensuite, j'ai absorbé toute l'offre dans cette zone, je peux pusher. Derrière, je réitère la même opération. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, ce qui va se passer dans cette zone des 68 est primordial pour savoir s'il y a du contrat à fil dans l'autre sens. En revanche, si ces mecs-là jettent l'éponge d'un coup, à ce moment-là, ça sera de la grosse vente jusque-là. D'accord? Tout simplement. Si à un moment donné, ça dit, ok, on a suffisamment absorbé, suffisamment gagné, etc., il n'y a pas vraiment énormément de
de pognon à se faire plus haut, entre guillemets, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, ce sera une correction substantielle. Typiquement, un peu ce qui s'est passé, sur ce genre de sell-off, d'accord, où on était en haut, et puis ça a vendu très fort, pour finalement racheter plus bas. Donc oui, on parlait de la liquidité, excusez-moi. Pardon. Quand on regarde la 6 mois, bon, ça semble assez logique d'être venu là. Il y a encore effectivement du monde à peu près à 55, aucun problème avec ça, vu qu'on a fait ce plus bas, normal. Ici, c'est ce qu'on avait pris, vous voyez, c'est ce qu'on est venu chercher. Donc la 6 mois, elle a quand même du sens. Des gens qui restent en position 6 mois sont des traders de position, bien sûr. En ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai un funding qui est autour des zéros. Donc il faut comprendre que j'ai autant de pognon en haut que de pognon en bas. Donc qu'est-ce qui va faire la teneur du prix, on va dire, c'est les news. Et en soi, c'est pour ça qu'on regarde les news, ou en tout cas qu'on essaye d'y réfléchir avant qu'elles n'arrivent, tout simplement. Donc là, est-ce qu'on est sur un joli spot ou pas? Alors les chiffres de l'emploi, on attendra ADP demain pour vraiment se prononcer là-dessus, pour dire on pourrait avoir un beau chiffre du chômage ou pas vendredi. Le CPI, encore une fois, pour moi, il n'est pas trop mal, parce que potentiellement, en tout cas dans ce qu'on a pricé nous, il y aurait peut-être une diminution du core CPI, donc du coup de l'inflation de l'offre. En termes de liquidité, attention, c'est baissier court terme. C'est-à-dire sur la une semaine, on a de la liquidité fraîche qui se trouverait plutôt par ici, voire potentiellement par ici. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, là si je me mets en arrière, 28 juin, 2 juillet, voilà, vous avez la One Week ici qui est chargée sous 60 000. Et à l'inverse, on a bien fait la jonction avec la liquidité intermédiaire. Est-ce qu'on joue plutôt la fraîcheur de la liquidité, puisque le funding est neutre? Est-ce qu'on joue plutôt la chaleur et la quantité, d'accord? La quantité ici, elle est incroyable dans cette zone-là. Maintenant, si c'est eux qui ont le pognon et qui ont décidé que le top serait vendu systématiquement, encore une fois, à 70 000, 72 000, même si on y va, ils viendront recharger, ils viendront absorber dans l'autre sens et on fera quelque chose de plus important. Cela dit, si jamais parce que un des moyens de faire jeter l'éponge à quelqu'un qui short, c'est quoi? C'est de lui donner raison. Et là, c'était plutôt quand même ce qu'on a eu. Et globalement, on a quand même l'impression que en ce moment, c'est à peu près les mêmes personnes, on va dire ça comme ça, même si c'est un abus de langage de dire ça, mais qui short ici et qui long ici, d'une certaine manière, d'accord? Donc, dans cette grande zone d'absorption, il y a des gens qui ont de l'argent. Dans cette grande zone d'absorption, il y a des gens qui ont de l'argent. La question c'est, est-ce que c'est les mêmes déjà? Et est-ce qu'ils jettent l'éponge à un moment? Si eux jettent l'éponge et clôturent toutes leurs positions, même là, imaginons cette baisse leur a fait gagner tellement qu'ils ont clôturé, entre guillemets, leur position, il restera du retail à aller squeeze là-dedans, d'accord? Et si on n'a plus que du retail qui n'est pas capable de défendre et de réitérer l'opération dans ces zones-là, si on n'a que du retail, le retail, il va se faire manger tranquillement. Ça sera quoi? Ça sera des ordres, on l'a dit, quand vous clôturez un short, des ordres d'achat qui vont aider le prix à monter et qui vont servir les institutions sur des longues supplémentaires, typiquement ce qu'on a eu depuis les annonces des ETF, etc. et toutes ces choses-là. Enfin, sur les autres grosses consolidation, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire typiquement ce qu'on a eu à peu près là-dedans, ici défense, et globalement au bout d'un moment, ici on a globalement jeté l'éponge, voilà, on prend ce sens-là, même chose, range, continuation, c'est pour ça qu'en général les ranges sont quand même des tendances de continuation, parce que la tendance de fond a tendance à être confirmée. Maintenant, comprenez que dans chaque range, il y a une opportunité, on va parler par exemple de celui-là. Dans chaque range, il y a à la fois une opportunité, c'est-à-dire encore une fois accumuler du contrat, et on le voit très bien ici sur cette très jolie mèche et très joli retour ici sur cette zone-là, momentum qui accélère, d'accord.
Dans chaque règle, j'ai une opportunité de continuer ce qu'il se passait déjà, mais il y a aussi un danger qui est tout simplement le retournement. Force de dire que, par exemple, si j'arrive à en trouver un qui nous a donné plutôt un double top, et qui soit pas dans le sens de la tendance, c'est-à-dire une tendance baissière, ouais, bah typiquement, peut-être, on peut parler dessus là, vite fait. Ouais, c'est pas aussi propre, mais voilà, le top, on va dire, ici. Voilà, zone d'absorption ici. Là, elle est très déviée. Bon, c'est pas une figure, c'est pas un range hein, en soi, mais bon, voilà. Plutôt une montée larvée, hein, en biseau, comme si. Mais bon. Ici, bah, je dégage vers le bas. Et là, finalement, qu'est-ce qu'il se passe? Bah, on jette l'éponge. D'autant plus que le contexte, ici, et plutôt à une augmentation des taux par la Fed, etc. Le contexte va aider à baisser, donc le fonda vous aide à jeter l'éponge tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a des cascades de liquidation, etc. Et plutôt un retournement. Pour le moment, est-ce que le contexte fonda est mauvais? Non. Est-ce qu'il pourrait l'être? C'est possible, bah, tout simplement parce que on est à 5% d'inflation et pardon, on est à 5% de taux et on est sur une inflation qui n'arrive pas à plomber sous les 3%, donc c'est possible qu'au bout d'un moment, il y ait un truc qui se pète. Typiquement, on regarde quand même de très près en ce moment le secteur bancaire hein, et leurs dettes. On avait déjà eu une crise bancaire en mars dernier, enfin mars 2023. Globalement, c'était ça. Et là, la Fed a dit, bah non, moi je protège les épargnants, de toute façon j'imprime. D'accord? Donc on a eu quand même ici une forme de retour de la planche à billets. Donc c'était vraiment ici une opportunité, hein, quelque part. On se rappelle, il y avait eu le FUD USDC en même temps, chute de Silvergate, chute de Silicon Valley Bank, enfin chute de Silvergate, pas vraiment, mais voilà, bonne partie de fin de ces activités crypto. Et en l'occurrence, bah après on a eu les Crédits Suisses et compagnie, etc. D'où vient le danger? Pour moi, il viendrait plutôt de là. Si à un moment donné la Fed dit bon bah on arrête de protéger ces gens-là qui avaient plutôt mal investi, c'est-à-dire acheter des obligations à 10 ans alors que les taux étaient déjà bas, et qui donc se sont retrouvés avec des balances d'obligations obligataires qui ne valaient plus grand-chose. Et en ce moment, on va dire, avec le fait que la Fed reste d'une certaine manière et avec surprise à des taux très restrictifs pendant très longtemps, c'est pas vraiment une surprise, mais ce que je veux dire par là, c'est que le marché est déjà en train de pricer un retournement. Hein. Si vous regardez le S&P, il est déjà en train de mettre dans ses prix quelque chose qui, quelque part, n'arrive pas. Donc le danger, bah, c'est que ça n'arrive pas du tout. D'accord? Le danger, c'est que effectivement, on est là, ici, un truc qui se transforme un peu en eau de boudin sur le S&P, c'est-à-dire bah, des banques qui sont mal positionnées. La crise peut venir de l'Europe aussi. Enfin voilà, c'est un secteur où, enfin c'est un moment où à la fois le risk-reward peut être intéressant si on arrive à faire ce fameux soft landing, et à la fois on est tout à fait, mais littéralement sur des zones où bah, le marché peut arrêter de larver cette fin de montée, quoi, d'une certaine manière, et puis nous offrir une correction plus importante. Voilà, typiquement, ça peut aller là, comme ça peut aller, en cas de gros soucis, ici. D'accord? C'est l'idée. Donc voilà, sur S&P, etc., j'aurais tendance quand même à être assez mesuré quant aux performances possibles dans le futur, parce que c'est déjà très haut et c'est déjà très centralisé. C'est-à-dire que une bonne partie de la performance du S&P se fait sur Nvidia, et que du coup, c'est pas toujours des très très bons, très bonnes configs. Ici, vous le voyez, target élargissement touché sur le S&P. Est-ce que ça veut dire qu'on va nécessairement corriger? Non, c'était juste une target, d'accord? Donc, en l'occurrence, pour le moment, on suit le mouvement, on va dire.
sévère, donc moi je suis plutôt positionné à la vente, sauf sur certaines choses sur lesquelles j'ai envie de tenir, mais sur l'indiciel en tout cas je suis plutôt positionné à la vente ici. Bah voilà l'idée. En tout cas, si on tient une accélération de momentum ici, je parle de ça, ensuite ça, et ensuite pourquoi pas quelque chose comme ça. Ok, on y va, c'est super. Personnellement, moi, ma zone, une belle zone de vente se situe à 7K sur le S&P. Maintenant, je n'hésite pas ici à prendre partiellement mes profits sur toute la zone parce que je n'ai tout simplement aucune idée de certitude que le S&P va aller à 7151 $. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, ici, ce qu'on rationalise, c'est plus si le prix va là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me positionne plutôt sur une idée de commencer à vendre et pour ça, j'ai pas besoin d'attendre qu'on revienne ici pour le faire, d'accord? C'est pas du tout l'idée. L'idée, enfin, vous avez des gens d'ailleurs qui ont des certitudes et qui font comme ça et qui vont tout venir vendre ici ou qui vont dire je vais holder S&P à la vie, à la mort jusqu'à ce que mort s'en suive entre guillemets. Voilà, moi c'est pas ma manière de faire, c'est plus de dire bon, si le prix va dans ces zones-là, qu'est-ce que je commence à faire ici? Est-ce que ça c'est pas une jolie zone pour vendre? Répercuter des profits sur plus des marchés plus émergents, des choses qui sont plutôt sur des points bas, voilà, prendre ce qui a gagné pour le remettre sur ce qui était en train de perdre foncièrement et peut-être là potentiellement une bonne nouvelle. Maintenant il faut comprendre si le S&P fait ça, il y a quand même des bonnes chances que les marchés émergents fassent ça aussi, donc voilà, ça reste toujours, n'oubliez pas de vous diversifier bien évidemment. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a donc posé un petit peu les bases des prochaines semaines, ou en tout cas de ce qu'on pouvait imaginer et penser se profiler pour la suite. CPI pas trop mauvais, voilà, personnellement je vois pas un mois de juillet dégueulasse devant nous, sauf si on a des mauvaises surprises sur ce qui va sortir en termes de data. Pour le moment je dirais que les datas sont pas moches. Ne surtout pas avoir un chômage qui baisse, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire si on a 3,9 sur le chômage, 3,8, là je parle pour vendredi, ce serait pas une très très belle nouvelle, bien évidemment. Et puis voilà, donc on a fait un peu le lien entre la charte, le fonda et puis tout ce qu'il s'y passe. Attention, la liquidité court terme est plutôt baissière, mais quand on dézoome un petit peu et qu'on regarde ce qui se passe en 6 mois, on va dire que c'est pas excessivement inquiétant. Un retour aux 60K est certes possible, mais personnellement, moi, c'est pas mon scénario privilégié. Repasser là-dessous, en fait. Maintenant, si on voit que ça se met en place, qu'est-ce que c'est? J'ai mon range, encore une fois, j'ai fait ma déviation dessus, je fais ma déviation dessous, je le réintègre. Et voilà, l'idée, ça sera peut-être de continuer à range, repasser une nouvelle fois dessous. On a vu qu'il y avait de la liquidité ici dans cette mèche, maintenant. Dorénavant qu'on y est retourné dans cette zone-là. Maintenant, personnellement, moi, je vois plutôt les choses continuer vers le haut. En soi, j'ai pas toujours raison, mais c'est plutôt ce que je vois pour la suite. C'est-à-dire, on tient la zone, on dégage et on fait une marche supplémentaire ici sur les escaliers. On continue en escalier à minima, avec peut-être un petit peu d'accélération du momentum. Ça serait pas pour nous faire... ça serait pas mal d'avoir ça sous les yeux. Pour le moment, le momentum, il est comme ça. Voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on accélère un petit peu, que ça pousse un peu plus vite, que ça short squeeze, tout simplement. Et ça, c'est typiquement un début de short squeeze. On voit quand on passe au-dessus de cette poche de liquidité-là, ça perfore bien. Maintenant, ce qu'on veut short squeezer, c'est ce qui se passe là, toute la liquidité intermédiaire que je vous ai montré sur la 6 mois. Mais attention, sur la semaine... on est plutôt dans l'idée d'une liquidité quand même qui se charge en dessous. Si eux, ils ont le pognon et qu'ils sont capables de défendre sans que ça perce au travers, à ce moment-là, tant mieux. Ou en tout cas, ils ont pris cette décision de ne pas défendre beaucoup plus bas. Il faut bien comprendre qu'il y a quand même une bonne partie du fonda qui va jouer ici, c'est pour ça qu'on le regarde quand même pas mal en ce moment. C'est-à-dire que si j'ai de la news qui me donne une intention qui est plutôt baissière, ces mecs-là vont profiter pour ne surtout pas défendre ici, mais plutôt venir défendre ici, d'accord? Quand vous avez un portefeuille illimité, ça reste relativement facile de défendre des positions, entre guillemets,
plus importante sur des zones où il y en aura plus, d'accord? Et là, en l'occurrence, vous avez un petit paquet de contrats qui se trouvent là, certes, dont en partie ceux des institutions dont je vous parlais tout à l'heure, hein, bien sûr, hein, on les voit, hein, enfin je veux dire, voilà, ils sont peut-être plus positionnés sur le CME en termes institutionnels, mais on les voit quand même. Eh bien, à ce moment-là, c'est pas qu'ils vont faire une croix ni vendre ces contrats-là, c'est qu'ils vont venir en rajouter, défendre de la liquidation, jusqu'à ce que toute l'offre soit absorbée dans l'autre sens. La question c'est à quel moment et quelles sont bien sûr leurs décisions sur tel ou tel moment. Je vous laisse là-dessus. Pas mal pris en ce moment, donc désolé, j'ai pas fait de vidéo hier par exemple. J'ai pas fait de vidéo dimanche non plus, pas mal pris voilà, pour des raisons perso et également familiales, mais je trouve que le setup est intéressant dans ces zones-là. On fera un point sur les trades du moment, d'ailleurs probablement demain. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en ce moment, du coup, je ramène beaucoup à des questions sur le Bitcoin parce que j'ai pas forcément d'énormes idées. Allez, question du jour. Question du jour, est-ce que... tiens, plutôt iPhone ou Samsung ou Huawei, tiens. Je pense que je l'ai déjà posé celle-ci aussi, mais voilà, quel est votre, entre guillemets, votre OS et votre machine favorite en termes de téléphone. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.